Je suis entré après un vol de 14 heures pour trouver 103 inconnus dans ma maison, une fête de fiançailles surprise pour mon frère. Maman a eu un hoquet de surprise, oh, tu étais censé arriver demain. Puis papa a dit, nous avons tous convenu que ta voiture est son cadeau de mariage. Je n'ai pas discuté. J'ai simplement agi différemment. Le lendemain, tout le monde a semblé le remarquer. 2 semaines plus tard, ils ont déménagé à 2 États de là sans dire au revoir. Après 14 heures dans les airs, 3 escales, et un siège qui s'inclinait à peine, tout ce que je voulais, c'était une douche, le silence, et peut-être les restes de lasagne que j'avais congelés avant de partir. Au lieu de cela, j'ai ouvert ma porte d'entrée pour trouver des ballons, des serpentins, et 103 inconnus dans mon salon. Des flûtes de champagne levées à mi-toast, une enceinte Bluetooth crachant du Taylor Swift à plein volume, mon frère en smoking, et une pancarte au-dessus de la cheminée qui disait « Il a dit oui ». La foule m'a à peine remarqué. Quelques personnes ont levé les yeux, confuses. Une femme a murmuré « Est-ce que c'est le gars des photos ?» Ma mère a été la première à réagir. Elle a eu un hoquet de surprise assez fort pour attirer l'attention, puis a ri nerveusement et a dit « Oh, tu étais censé arriver demain. » Puis, mon père s'est tourné depuis le bol de punch et a dit, presque nonchalamment, « Nous avons tous convenu que ta voiture est son cadeau de mariage. » Personne n'a applaudi. Personne n'a demandé comment s'était passé le vol. Personne ne m'a même offert à boire. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas fait de scène. Je n'ai même pas demandé ce qu'il voulait dire par « nous avons tous convenu ». J'ai simplement laissé tomber mon sac près du porte-manteau et hoché la tête. À l'intérieur, quelque chose s'est refermé. J'ai souri, hoché la tête de nouveau, et je suis monté à l'étage. Je n'ai pas défait ma valise, je n'ai pas pris de douche, je me suis juste assis au bord de mon lit, les chaussures toujours aux pieds, et j'ai ouvert mon application bancaire. La première chose que j'ai faite, retirer mon frère de la police d'assurance partagée. Ensuite, j'ai vérifié le titre de propriété de la voiture toujours à mon nom. J'ai mis en favori le formulaire pour transférer la propriété et je l'ai laissé non signé. En bas, ils l'ont acclamé de nouveau. J'ai entendu ma mère dire, c'est tout ce dont j'ai rêvé. Les lumières vacillaient dans le miroir du couloir, le reflet d'une famille célébrant comme si rien ne s'était fissuré. Mais quelque chose s'était fissuré, et je n'allais pas le recoller cette fois-ci. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'étais allongé dans mon propre lit, dans ma propre maison, pendant que des inconnus dansaient dans le salon en dessous, mais mon esprit n'était pas avec eux. Il était quelque part de plus profond, rembobinant, déterrant des moments que j'avais ignorés pendant des années. Ce n'était pas la première fois, c'était juste la première fois qu'il ne prenait pas la peine de le cacher. Je me suis souvenu du dernier Thanksgiving, ma place accidentellement donnée à un voisin dont il voulait une faveur immobilière. Nous nous sommes dit que tu comprendrais, avait dit ma mère alors, aussi. Je me souviens de la fois où ils ont utilisé mes identifiants pour réserver une lune de miel pour ma sœur sans demander, puis m'ont envoyé une carte de remerciement signée, de nous tous. Et par-dessus tout, je me souviens de la fois où mon père m'a appelé à 2 heures du matin parce que mon frère avait accidenté sa voiture ma voiture et qu'ils avaient besoin d'une histoire de couverture pour l'assurance. J'ai dit oui. Personne ne m'a jamais remercié. C'était le schéma, je payais, il souriait. Je me présentais, il m'ignorait. Je donnais, il prenait. Et chaque fois que je restais silencieux, il prenait cela comme une confirmation que cela me convenait et que j'étais durable, remplaçable, inébranlable. Mais assis là, avec le bruit des verres qui trinquent en bas et l'écho de ta voiture et son cadeau de mariage résonnant encore à mes oreilles, j'ai tout vu, l'architecture entière du mensonge qu'ils avaient construit. Je n'étais pas un fils, j'étais une ressource. Ils ne me voyaient pas, seulement les choses que je pouvais offrir, un compte en banque avec un nom, une voiture avec un titre de propriété, une maison avec assez de superficie pour leur fête. J'ai commencé à tout écrire. Pas pour la vengeance, pour la clarté. Une autopsie numérique de chaque fois où j'avais été rendu invisible, chaque fois où ils avaient demandé sans demander, chaque fois où famille était juste un code pour utilise-le. Quand j'ai regardé les photos qu'ils avaient postées de la fête, ma maison, mon salon, mes murs, je n'étais sur aucune d'entre elles. Aucune mention de mon retour à la maison, aucun bon retour, juste des hashtags comme hashtag meilleur frère de tous les temps et hashtag futur Langford. J'ai fait défiler jusqu'à des publications plus anciennes, des dîners d'anniversaire que j'avais payés, des mariages pour lesquels j'avais pris l'avion, des factures d'hôpital que j'avais couvertes. Mon nom n'existait dans aucune d'entre elles, comme si je n'avais jamais été là,
comme si j'étais juste un fantôme qui laissait de l'argent sur la table et disparaissait avant que les appareils photo ne sortent. J'ai pensé à la voiture, celle qu'il prétendait maintenant être un cadeau. Je me souviens du jour où je l'ai achetée, comment j'avais travaillé tard le soir et mangé de la soupe en conserve pendant des mois pour éviter un prêt. Je n'ai pas acheté cette voiture pour lui, je l'ai achetée pour moi. C'était la première chose que je m'étais autorisé à vouloir. Mais à leurs yeux, si je ne l'utilisais pas, elle était disponible. C'est ce qui m'a fait craquer. Pas la fête, pas la foule, pas même le hockey de surprise de ma mère. C'était la prise de conscience que je n'étais pas réel pour eux, pas vraiment. Juste une ligne dans le budget familial. Alors, je me suis mis au travail. Silencieusement. Méthodiquement. J'ai rassemblé des reçus, des courriels, des captures d'écran, des titres de propriété, des relevés bancaires. Ils voulaient une fête de fiançailles surprise. Ils allaient avoir une sortie surprise. Le lendemain matin, je me suis levé avant le lever du soleil. Je n'ai pas fait de café. Je n'ai pas pris de douche. Je me suis assis au bord de mon lit et j'ai fixé le mur, comme si je chargeais le plan de la mission dans ma tête. Ils ont fait un choix la nuit dernière quand ils l'ont dit à voix haute, nous avons tous convenu que ta voiture est son cadeau de mariage. Ils ne demandaient pas. Ils ne vérifiaient pas. Ils ne considéraient pas. Ils décidaient. Moi aussi. Je me suis d'abord connecté au compte d'assurance. La voiture était toujours sous ma police. Je l'ai retirée, avec effet immédiat. Aucune couverture. Ensuite, je suis allé au registre des titres de véhicule. La voiture était mienne, entièrement, légalement. Aucun transfert n'avait jamais été effectué. J'ai mis en favori la procédure pour signaler une utilisation non autorisée. En bas, j'ai entendu la fête commencer à se terminer, des boîtes traînées, des rires s'estompant, des assiettes teintes dans les sacs poubelles. Je suis resté à l'étage. À 7h04, j'ai consulté notre forfait téléphonique familial. 5 lignes, la mienne, celle de mon frère, celle de mes parents, et le téléphone de secours que mon père utilisait pour voyager. Toutes payées par moi. J'ai transféré la propriété de toutes les lignes à leur nom. Ils avaient 72 heures pour accepter, sinon, les lignes seraient résiliées. Ensuite, je me suis connecté au système de sécurité de la maison, celui que j'avais installé. Serrures intelligentes, caméras, thermostat, tout sous mon compte de gestion. Un clic. Licence suspendue. Envolée. J'ai coupé leur accès aux sauvegardes dans le nuage, désactivé les nœuds Wi-Fi maillés que j'avais personnellement configurés, supprimé les programmes du thermostat à distance qui ajustaient les températures de leur maison en fonction des habitudes quotidiennes. En moins de 10 minutes, leur maison est passée d'une maison intelligente automatisée à une boîte de briques vide. Je n'ai pas envoyé d'avertissement. Je n'ai pas écrit de mots. À 9h17, mon frère a texté, « Frérot, les caméras de sécurité sont en panne. Tu peux réparer ça ?» Je n'ai pas répondu. À 10h04, mon père a appelé. J'ai refusé. À 11h02, ma mère a texté, « Les téléphones ne marchent pas. Est-ce que tu fais quelque chose ?» J'ai fermé le téléphone. Il pensait que j'étais mesquin. Il pensait que c'était à propos d'une voiture. Il n'avait aucune idée que je ne faisais que commencer. À midi, j'avais contacté la banque pour geler le fonds d'urgence commun que nous avions créé il y a des années quand papa avait eu sa chirurgie cardiaque. J'étais le titulaire principal. Je l'ai gelé. J'ai appelé la société de crédit hypothécaire. La maison avait été refinancée 5 ans auparavant avec moi comme co-signataire. J'ai déposé une demande de retrait. Étant donné leur niveau de revenus actuel, je savais qu'ils ne se qualifieraient pas pour le prêt. Le processus déclencherait une révision immédiate. À 14h46, mon père a de nouveau texté, « C'est puéril. Parlons-en. » À 16h13, mon frère a texté, « Pourquoi ferais-tu ça ? Il a besoin de la voiture. » Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai recontacté la compagnie d'assurance. J'ai déposé une déclaration de véhicule volé parce que, légalement, la voiture était toujours mienne. J'ai fourni une preuve de titre de propriété, d'immatriculation, et le dernier emplacement connu. Ils m'ont dit de m'attendre à un suivi d'ici le soir. Le message de groupe a commencé. D'abord, ma mère, tu réagis de manière excessive. Puis, mon frère, de toute façon, tu n'as jamais vraiment fait partie de cette famille.
Puis, mon père, tu crois que tu peux tout débrancher et que nous allons supplier? Nous nous en sortirons très bien sans toi. J'ai gardé les messages. J'ai fait une capture d'écran de chacun, je les ai organisés dans des dossiers. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de finalement faire respecter les frontières d'un territoire qu'ils croyaient leur. Cette nuit-là, j'ai envoyé un seul message à ma cousine, Mara, tu avais raison. J'ai commencé à démanteler les systèmes. Sa réponse est venue instantanément, il était temps. Le lendemain, j'ai appelé l'entreprise informatique que j'ai cofondée. Le cabinet comptable de mes parents, leur infrastructure technique. J'avais mis en place toute l'architecture. J'ai demandé à résilier leur accès, avec effet immédiat. Ce n'était pas malveillant, c'était propre. Aucune donnée effacée, pas de sabotage, juste des licences révoquées, des certificats de sécurité désactivés, et une demande pour qu'ils migrent vers des services indépendants. Le responsable informatique de mon entreprise m'a appelé 2 heures plus tard. Il panique. Tu es sûr? J'étais sûr. À 15h22, mon père a envoyé le dernier texto, la famille, c'est tout ce que tu as. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai rédigé une lettre, un document propre, officiel, notarié. Je révoquais toutes les autorisations. Je me retirais de tous les comptes partagés. Je me dégageais de toutes les responsabilités de co-signature. La clause finale, je ne suis plus responsable de la stabilité financière, de l'infrastructure numérique, de la gestion immobilière ou de la couverture d'assurance de toute partie mentionnée dans ce document. J'ai imprimé 2 copies. J'en ai posté une à leur maison. J'ai gardé l'autre. 2 semaines plus tard, ils ont déménagé à 2 états de là sans dire au revoir. Pas de texto, pas d'appel, même pas une adresse de suivi. Ils n'en avaient pas besoin. Je le savais déjà. Ils ne voulaient pas de moi, ils voulaient le système que j'avais construit. Maintenant, ils n'ont ni l'un ni l'autre. Et je n'ai jamais respiré aussi facilement. Il a fallu exactement 24 heures pour la première explosion. J'étais à mon bureau, en train de rédiger les instructions finales pour retirer mon nom des dernières factures de service public restantes, quand mon téléphone s'est allumé, 76 appels manqués, 4 messages vocaux, un message de groupe intitulé « De la part de ta mère ». Je n'avais même pas besoin de le lire. Je savais déjà. Mais la curiosité l'a emporté. Tu es allé trop loin. Nous avons été blessés, mais maintenant tu es juste cruel. Ce n'est pas comme ça que la famille se traite. Rentre à la maison. Parle-nous. Nous te pardonnerons. Me pardonner. Ce mot a allumé quelque chose d'électrique derrière mes yeux. Pas de la rage. Quelque chose de plus froid, de plus chirurgical. Le deuxième jour, la machine narrative tournait à plein régime. Mon frère a posté une photo filtrée de mon ancienne voiture, celle que j'avais récupérée légalement 2 jours auparavant, avec la légende « Certaines personnes ne comprennent pas ce que signifie le sacrifice. J'ai tout donné pour cette famille et j'ai été poignardé dans le dos. » Les commentaires ont afflué. Tu mérites mieux. Le sang ne fait pas la famille. Reste fort. Ma tante avait partagé la publication dans sa story, tagué ma mère, ajouté un emoji qui pleure et le mot au cœur brisé. Il se positionnait, jouait les victimes, façonnait le scénario. Mais en coulisses, il s'agitait. À 16h, j'ai reçu une alerte indiquant que quelqu'un avait tenté d'accéder au portail de l'assurance en utilisant mes anciens identifiants. 10 minutes plus tard, un appel du bureau des titres de propriété. Monsieur Langford, quelqu'un vient de soumettre un litige sur le transfert du véhicule. Êtes-vous au courant? J'étais au courant. Ils essayaient d'annuler les 2 dernières semaines avec de la panique et de la paperasse. Ils ne savaient pas que les fils numériques étaient déjà coupés. J'avais reconstruit le château de cartes et j'avais retiré mes cartes. Cette nuit-là, ma mère a laissé un message vocal, long, larmoyant, avec des passages bredouillés. Tu ne comprends pas ce que tu as fait. Tu penses que tu es en sécurité maintenant, qu'ils t'aimeront là-bas. Mais ils ne le feront pas. Tu seras toujours brisé. Nous t'avons gardé. Nous t'avons gardé en sécurité quand personne d'autre ne le voulait. Et ça, c'est comme ça que tu nous remercies? Elle a raccroché avec un sanglot. À minuit, ma sœur a texté, nous sommes toujours ta famille, même si tu nous détestes. Puis le retournement, mais tu as toujours été égoïste. C'est ce que tu es. Tu mérites d'être seul. Voilà. Il suppliait,
puis ils blâmaient. Maintenant, ils se sont retirés complètement. 3e jour, offensive totale. Ma cousine, Ellie, m'a appelée, tremblante. Ils ont eu un dîner de famille hier soir, a-t-elle dit. Ta mère s'est levée comme si elle prononçait un éloge funèbre. Elle a dit que tu avais perdu la tête. Qu'il s'inquiète que tu te fasses du mal. J'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était si prévisiblement manipulateur. A-t-elle mentionné les briques? Ou la partie où je leur ai fourni une assurance et un service de téléphonie mobile gratuit pendant 7 ans? Ellie s'est tue. Puis elle a chuchoté, non. Elle a dit que tu avais changé après l'université. Que tu es instable. Qu'ils ont tout essayé. Je l'ai remercié d'avoir appelé, et j'ai créé un dossier, contre diffamation. Je l'ai rempli de captures d'écran, d'enregistrements de sécurité, de relevés bancaires, de chaque contrat qu'ils ont signé en mon nom, de chaque message vocal. Ce soir-là, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était le pasteur local. J'ai eu votre mère dans mon bureau en larmes, a-t-il dit. Elle a dit que vous l'aviez isolée, que vous aviez annulé leur prêt hypothécaire. Y a-t-il une part de vérité là-dedans? Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas défendu. J'ai dit une seule phrase, si elle peut vous dire quel est le paiement mensuel sans vérifier son téléphone, je le rétablirai. Il a fait une pause, puis a dit doucement, elle ne savait pas, je l'ai remercié, j'ai raccroché et j'ai bloqué le numéro. 5e jour, la fausse réconciliation. Un texto est venu de mon père, le premier depuis plus d'une semaine. Réglons ça. Nous avons tous dit des choses que nous regrettons. La phrase a frappé comme du verre brisé. Nous tous. Pas « je suis désolé ». Pas « ce que nous avons fait était mal ». Juste un remaniement de la culpabilité comme des jetons de poker. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, un colis est arrivé. Pas d'adresse de retour, juste une petite boîte en bois, vieille, gravée de mes initiales. À l'intérieur, mes photos d'enfance. Toutes. Certaines coupées en deux, d'autres brûlées au coin. Et un mot, voilà à quoi ressemble l'effacement d'une famille. Je l'ai regardé pendant 1 minute entière. Puis j'ai scanné chaque photo, je les ai téléchargées sur le nuage, et j'ai jeté la boîte à la poubelle sans scier. 7e jour, l'embuscade publique. C'est arrivé dans une épicerie. J'étais à la caisse quand j'ai entendu « le voilà ». Je me suis retourné. 3 personnes, des amis de la famille, 2 voisins, et Madame Langford, oui, la femme qui a eu ma place au dîner de Noël. Elle s'est approchée de moi, les bras croisés, les yeux brillants de supériorité morale. Tu as rendu ta pauvre mère malade. Elle a perdu 10 livres à pleurer à cause de toi. Te sens-tu fier? Je n'ai pas répondu. Mais j'ai sorti mon téléphone, j'ai lancé la lecture de l'enregistrement de sécurité, celui où ma mère endommageait ma voiture lors d'une crise émotionnelle. Pas de mots, juste la vérité. Ils ont tous regardé. Une femme a eu un hoquet de surprise. J'ai repris le téléphone et j'ai dit calmement, la fierté n'a rien à voir là-dedans. Mais le respect de soi, si. Je les ai laissés là, bouche bée, leur sympathie largement fissurée. 10e jour, effondrement total. J'ai reçu un texto de Mara. Ils déménagent. À 2 états de là. Ils n'ont rien dit à personne, ils sont juste partis. Pas d'adresse de suivi, pas d'annonce, juste partis. Ils ont fait leur bagage au milieu de la nuit et ont disparu de la vie de chaque cousin et oncle, comme si disparaître pouvait effacer la honte. Je n'ai pas ressenti de triomphe. Je n'ai pas ressenti de chagrin. Juste une immobilité, comme si une tempête était passée et que tout ce qui restait était la vérité. Pas la version qu'ils racontaient à leurs amis, pas le scénario qu'ils écrivaient autour des tables de dîner et des publications Facebook, mais la vérité que j'ai vécue. Une vérité étayée par des contrats, des signatures, des reçus, des bleus qu'ils espéraient que personne ne retracerait jamais. Ils ont déménagé sans dire au revoir parce que la dernière chose qu'ils voulaient faire était de m'affronter, sobre. Ils pensaient que disparaître mettrait fin à tout. Nouvelle maison, nouvel état, pas d'adresse de suivi. Comme des fantômes fuyant les retombées de leur propre choix. Mais je ne les poursuivais pas. Je préparais les dossiers, car même en leur absence, ils continuaient à répandre leur version, la révision, et je savais que cela finirait par atteindre les mauvaises oreilles. Celle qui comptait. Tout a commencé par un message LinkedIn d'un ancien mentor. J'ai entendu parler de la rupture familiale.
J'espère que tu vas bien. Poli, neutre, suspicieusement neutre. J'ai demandé où il l'avait entendu. Il a répondu, ta mère est venue à un dîner du conseil d'administration. Elle a dit que tu avais coupé tout contact après les avoir accusés d'abus financiers. Il a ajouté, elle a dit qu'il t'avait pardonné malgré tout. Me pardonner. Encore ce mot. J'ai demandé si elle avait mentionné le réaménagement de l'arrière-cour à $12 400, le titre de propriété du véhicule volé, le fait qu'elle avait brisé mon pare-brise avec une brique d'aménagement paysager. Il n'a pas répondu. Mais je savais ce qui devait se passer ensuite. J'ai ouvert le dossier. Il contenait tout, des séquences vidéo de ma mère lançant des briques sur ma voiture, des captures d'écran de retrait bancaire sans autorisation, des confirmations par courriel de dépenses de mariage redirigées vers ma carte, des transcriptions de menaces, des enregistrements de messages vocaux, une copie de la plainte, des photos des dommages. Des reçus, des reçus, des reçus. J'ai tout téléchargé dans un dossier Google Drive privé, puis j'ai créé un lien en lecture seule. Cet après-midi-là, j'ai fait une publication publique. Je suis resté silencieux par respect, mais les mensonges ont une valeur, et je ne paierai plus d'intérêt sur les dettes des autres. Je n'ai pas brûlé les ponts, je les ai construits. Et quand ils ont commencé à faire payer des péages pour les traverser, j'ai cessé de les entretenir. Si vous avez entendu une version des événements où je suis le monstre, voici l'autre côté. Jugez par vous-même. 6 juin, le lien. Je n'ai tagué personne. Je n'ai pas ajouté de drame. Pas de nom, pas d'accusation. Juste des preuves. En 12 heures, il y avait plus de 6000 vues. Première réaction, le silence. Puis, un filet. Un cousin m'a envoyé un message, je n'en avais aucune idée. Je suis désolé de ne pas avoir demandé ta version. Un deuxième, j'ai cru ce qu'il disait. Maintenant, j'ai la nausée. Même ma tante, celle qui m'avait appelé pour me désinviter de la fête dans le jardin, a répondu, je ne savais pas à quel point c'était grave. Tu méritais mieux. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Il ne s'agissait pas d'approbation, il s'agissait d'équilibre. Ils avaient fait pencher la balance pendant des années avec leurs ragots, leurs discussions de groupe, leurs vagues prières sur les bancs d'église pour leurs garçons perdus. J'ai juste mis du poids de l'autre côté, et elle est revenue en place brutalement. Puis est venue la nouvelle à laquelle je ne m'attendais pas. Un journaliste local, quelqu'un qui avait suivi la croissance précoce de mon entreprise technologique, m'a envoyé un message. Nous faisons un reportage sur l'exploitation générationnelle dans les systèmes familiaux. J'ai lu votre publication. Seriez-vous prêt à parler anonymement? J'ai demandé, quel genre d'angle? Elle a dit, vous avez construit quelque chose, ils l'ont récolté. Nous voyons ça de plus en plus. J'ai accepté. Nous avons parlé pendant 1 heure. Je suis resté sobre, pas de nom, juste des faits, des schémas, des dynamiques de pouvoir. L'article est sorti 1 semaine plus tard. Titre, le soutien de famille silencieux, quand la famille devient une infrastructure. Je n'étais pas le sujet principal, mais une citation s'est démarquée, quand on grandit en pensant que l'amour se mesure à ce que l'on fournit, on ne remarque pas qu'on est devenu un service public jusqu'à ce que quelqu'un coupe le courant et crie dans le noir. Cette nuit-là, j'ai reçu un courriel de mon père. Objet, nous avons vu l'article. Pas de corps de texte, pas de signature. Juste une pièce jointe, un scan flou d'une lettre tapée, peut-être d'un avocat, peut-être pas. Il était écrit, cessez la diffusion publique d'allégations diffamatoires. Je l'ai transmis à mon avocat. Il a répondu, même pas proche d'être juridiquement recevable. Ce n'est pas de la diffamation, c'est de la documentation. Il a également ajouté, bien joué. La précision silencieuse est rare. Il ne voulait pas la vérité, il voulait la honte. Mais je n'avais pas honte. J'étais fier. Parce que maintenant, tout le monde savait qui avait payé pour la maison, qui avait été exclu de Noël, qui avait vu sa place prise par un vendeur de revêtements de sol, qui souriait et partait au lieu de crier, et surtout, qui avait dit assez. En 1 minute, ils ne m'ont pas seulement perdu, ils ont perdu l'accès à ce que je fournissais. Ils ont perdu le contrôle. Et pour des gens comme eux, c'est la pire perte de toutes. Ils se sont présentés à l'improviste. Pas de texto, pas d'appel, pas d'avertissement. Juste 3 silhouettes sur mon porche au coucher du soleil, maman, papa, et mon frère, debout comme un jury qui avait finalement accepté de rencontrer l'accusé. Je n'ai pas ouvert la porte. J'ai regardé de l'intérieur,
lumières éteintes, silencieux. Puis un coup, doux d'abord, puis de nouveau, plus fort. Finalement, la voix de ma mère, nous voulons juste parler. Je me suis levé, j'ai ouvert la porte, mais je ne me suis pas écarté. Elle paraissait plus petite que dans mon souvenir, maquillage estompé, cheveux plus gris, yeux gonflés. Mon père n'a pas croisé mon regard. Mon frère faisait défiler son téléphone comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Ma mère a expiré en tremblant, a commencé à répéter, « Nous avons eu le temps de réfléchir. Nous savons que nous sommes allés trop loin, mais toi aussi. Et peut-être que nous avons tous juste besoin de recommencer. » Puis est venue la vraie phrase, le cœur de chaque manipulation, réemballé en humilité, « Nous voulons que tu reviennes. » J'ai posé une question. Pourquoi? Mon père a finalement parlé. Parce que tu es notre fils. Mais cela ne sonnait pas comme une conviction, cela sonnait comme une revendication. Ma mère est intervenue, tu as ta place avec nous. Nous t'avons élevé. Nous avions juste peur, et nous étions fiers, et peut-être un peu aveugles. Elle attendait que je craque, le tremblement, le soupir de l'effondrement. Au lieu de cela, j'ai dit, vous n'êtes pas venu parce que je vous manquais. Vous êtes venu parce que le système s'est brisé, et vous ne pouvez pas le réparer sans moi. Mon frère a finalement levé les yeux, un sourire narquois aux lèvres. Tu es sérieusement encore en train de faire ça? Je me suis tourné vers lui, d'une voix neutre. Tu as pris la voiture sans demander. Elle n'était pas à toi. Il a haussé les épaules. Tu ne l'utilisais pas. Voilà. Toujours inchangé. Ma mère a essayé de nouveau, s'il te plaît. Juste un dîner. Une nuit, en famille. J'ai laissé le silence s'étirer, assez longtemps pour ressembler à une décision. Puis je l'ai dit. Vous n'avez pas perdu le dîner. Vous m'avez perdu. Elle a cligné des yeux, comme si les mots n'avaient pas de sens. J'ai ajouté, calme, posé, je ne suis pas parti à cause de l'argent, ou d'une voiture, ou d'une fête. Je suis parti parce que chaque fois que je me présentais, vous me rendiez invisible. Je n'ai jamais été votre fils. J'étais le bilan, le technicien, le fonds d'urgence. Vous m'avez élevé pour être fiable et ensuite vous m'avez détesté de dépendre de moi-même. Je ne suis plus en colère. Je ne suis pas amer. J'en ai juste fini. Personne n'a parlé. Pas même mon frère. La voix de ma mère s'est brisée. Mais nous essayons. Est-ce que ça ne vaut pas quelque chose? J'ai secoué la tête. Essayer signifie changer. Vous êtes venu ici pour réinitialiser, pas pour grandir. Vous voulez que je revienne non pas parce que vous m'aimez, mais parce que la vie sans moi est plus difficile. Elle a finalement pleuré, de vraies larmes cette fois. Mon père a essayé de la tirer en arrière, mais avant qu'il ne se détourne, j'ai ajouté, ce n'est pas une punition. C'est une protection. Pour moi. Et puis j'ai fermé la porte. Doucement, définitivement. Pas de claquement, pas de cri. Juste le silence. Pas vide, pas froid, mais plein. Plein de paix. Plein de potentiel. Plein de la présence calme et solide de mon propre respect de moi-même, enfin rentré à la maison. Je ne les ai pas regardés s'éloigner en voiture. Leur histoire était terminée, la mienne ne faisait que commencer. J'ai tourné le dos à la porte et je suis allé à la cuisine. J'ai ouvert le congélateur et j'ai sorti les lasagnes que je m'étais préparées il y a des semaines, il y a une éternité. Je les ai mises au four. Alors que la maison se remplissait lentement de l'arôme d'ail et de tomates au lieu de parfum bon marché et de trahison, je me suis assis à ma propre table, dans ma propre maison silencieuse. Je n'étais pas un fils, un frère, ou un fonds d'urgence. J'étais juste un homme sur le point de dîner. Seul. Et pour la première fois de ma vie, être seul ressemblait à une victoire.